Derrière Derrière l'objectif. l'objectif. Derrière l'objectif. Vous pouvez faire ce que vous voulez sur un terrain en guerre, très souvent. Quand c'est encore le début, quand n'importe qui peut pratiquement tuer n'importe qui, à faire le pire qui puisse exister, quoi. Le reporter de guerre Éric Bouvet, lauréat de 5 WordPress, 2 visas d'or, était l'invité d'honneur de la dernière édition du Festival international de photojournalisme Visa pour l'image pour célébrer 40 ans de photos d'actualité. Le grand reporter est notamment le seul journaliste au monde à avoir travaillé avec des commandos russes sur un conflit en activité, un moment percutant de sa carrière que le photographe accepte ici de partager. Eh bien, nous partons en Tchétchénie en 1995, avec les commandos russes. Le survol de la zone doit se faire à très basse altitude par mesure de sécurité. La terre reconquise défile, la Tchétchénie libre, comme l'appellent les militaires. Nous avons libéré 34 villages dans cette zone. Il n'y a plus de terroristes ici. Pour beaucoup, les Russes ne sont pas des libérateurs, mais bien des assassins. Que cette guerre soit maudite. Que peut-on penser de cette guerre où les Russes tuent les civils? Ça fait déjà 6 mois qu'il y a la guerre et j'ai loupé le début. Et je suis très en colère parce que je trouvais pas de magazine pour m'appuyer. Et je pars avec les accréditations à Moscou. Enfin, tout ça, ça se fait jamais tout seul, hein. Il faut acheter un foulard Hermès pour avoir le coup de tampon. Enfin bon, bref, sans compter les bonnes bouteilles de vin, beaucoup de bakchich, c'est normal, ça se passe comme ça, très souvent. Et me voilà en Tchétchénie. Je débarque sur l'aéroport militaire. En fait, la base militaire russe est accolée à l'aéroport. Et donc, je rencontre un officier de presse. Ça se passe pas mal. Il me dit ok, mais une journée. Par une journée. Et je tombe sur ces types. Je sais pas qui ils sont des commandos qui sont tout seuls dans les contreforts du Caucase. Et je suis très surpris qu'on me donne l'autorisation d'être avec ces types, mais il faut que je reparte, quoi. Et je suis complètement sur ma faim. Je peux rien faire de plus. Et hop, on me ramène sur Grozny avant la nuit, quoi, parce que c'est dangereux la route. Et je suis complètement frustré, quoi. Je reste dans Grozny pour travailler un petit peu. Je sais pas, je traîne pendant 4-5 jours pour faire les civils, un peu la vie à Grozny. Et nous sommes au mois de mai, il fait très chaud, hein, Tchétchénie, il fait très chaud en été, et c'est très poussiéreux. Donc je suis juste avec un pantalon, une chemisette, et puis mon petit sac, et j'ai 7 films avec moi, quoi, voilà, avec un appareil et 2 optiques, enfin bref. Donc rien, quoi, en balade. D'un seul coup, il y a un convoi qui s'arrête à côté de Russes, sur la route. J'entends Eric. Je me retourne, je regarde, et il y a le major qui gérait ces fameux commandos que j'avais rencontrés donc quelques jours plus tôt. Et il me dit alors comment ça va? Je dis ça va et tout. Et je lui dis tu fais quoi? Il me dit on va au front. Je dis super. Je vous cache pas que pour un journaliste de monter un front avec des gens qui vous accompagnent, c'est l'idéal, quoi. C'est rêvé, quoi. Et il me regarde, il me dit monte. Je monte sur un des blindés et je pars. Je disparais pendant 15 jours.
Et c'est 15 jours d'une descente aux enfers. Ces types sont des commandos d'infiltration et de renseignement. Donc évidemment, pour avoir des renseignements, il faut capturer l'ennemi. Et puis il faut le faire parler. Donc c'est de la torture, c'est de l'exécution sommaire. Et c'est des combats toutes les nuits, avec beaucoup de morts aussi dans les rangs russes. Je sais qu'on part au front, donc le front à ce moment-là c'était dans le Caucase, dans la montagne, et me voilà intégré. Bien évidemment, loin de m'imaginer tout ce qui va se passer, ils m'ont jamais dit quoi que ce soit. Et il y a des moments où j'ai douté, où j'étais sur le fil de rasoir. Je me suis dit, mais ils vont me trucider pendant le sommeil, parce qu'ils faisaient disparaître des gens. Je veux dire, il y en a, ils les balançaient dans les précipices, d'autres, ils les laissaient dans un trou avec une balle dans la tête. Enfin bref. Donc je me suis dit, mais oui, je vais disparaître tout seul au fond du Caucase, quoi. Au moment où j'étais avec eux, c'est sûr que ça n'avait pas l'air d'être génial ce qu'ils arrivaient à ramasser comme information. Il y a même un moment où ils ont trouvé dans une maison une petite caméra vidéo avec des cassettes. Ils n'arrivaient pas à le faire marcher, ils m'ont demandé de le faire marcher. Et alors là, bien évidemment, j'ai fait l'idiot et j'ai pas réussi à le faire marcher. Il était hors de question pour moi d'essayer de faire marcher le truc. C'est pas mon rôle, on prend jamais part en tant que journaliste. Sauf pour essayer de sauver quelqu'un, évidemment, là, on peut être actif. Et d'ailleurs, ils ont vu mon étonnement au premier homme qu'ils ont exécuté devant moi. Par exemple, durant la nuit, j'entends des cris et tout, puis j'entends un coup de feu tout près. On avait investi une école dans un hameau où on dormait dans l'école et dans le couloir, donc la pièce là, juste à côté, j'entends un coup de feu, je dis ok, je bouge pas. Et puis au petit matin, il fait encore pratiquement nuit, c'est vraiment entre chien et loup. Je me lève pour aller aux toilettes dehors et sur le pas de porte qui donne dehors, il y a une petite avancée en bois, une petite protection, et là, je comprends pas ce qui se passe, quoi. C'est vraiment dans la pénombre. Il y a une espèce de forme qui est avec un râle, un bruit indéfinissable et qui se débat comme elle peut, mais comme un espèce de paquet entre guillemets, qui n'a pas de forme. Et en fait, je comprends que c'est un homme, un Tchétchène, qui est au sol, regroupé sur lui-même, et en fait, il a 2 fils électriques branchés sur lui, et de l'autre côté, il y a un soldat russe qui tourne la moulinette, qui lui envoie l'électricité. Et le bruit qui sort de cet homme qui est en train d'être torturé est indéfinissable. Et le soldat russe me voit, il me tend la main pour me dire bonjour, avec l'autre main il continue à tourner la manivelle, et il me voit et il me dit t'as pas l'air bien ce matin, ça va ? Et en fait, le coup de feu, il avait une balle dans la cuisse, le Tchétchène, en plus d'être torturé, évidemment. Et avant d'aller aux toilettes, je vais vomir, quoi. Ça fait partie d'une des fois où, effectivement, je suis allé vomir dans mon coin. Il m'arrive aussi souvent de pleurer de dépit, d'effroi. Donc, c'est normal, le corps et l'esprit lâchent parfois. C'est pas toujours facile à gérer. On avait trouvé un exemplaire, il y avait un journal qui traînait par terre et dessus, il y avait une photo de Claudia Schiffer. Et je leur montre et je leur dis, je la connais très bien, quoi. En fait, j'avais fait plusieurs rendez-vous avec elle, Et on avait eu des discussions aussi auparavant, comme quoi, moi, j'étais pas un type pour la guerre en général, quoi. Je couvrais la guerre, mais je leur disais que je pense qu'un monde sans guerre serait mieux, quoi. Et donc, ils m'avaient surnommé Tovarich Peace Schiffer. Voilà.
à peu près à la moitié. Ce moment était horrible, c'est un accident en fait. On grimpe sur la montagne dans un petit chemin et à gauche c'est verticalité de flanc de montagne en hauteur et à droite c'est le précipice. Je ne sais pas d'où sont venus les tirs à ce moment-là. On se fait tirer dessus et le premier blindé cale. Le blindé sur lequel je suis fait une fausse manœuvre et il se retrouve au point mort. Et on descend à reculons avec les chenilles, on descend à reculons en prenant de la vitesse. Et on peut pas sauter à gauche parce que c'est une paroi, et à droite c'est le ravin quoi. Et je vois qu'on va percuter le blindé qui est derrière, et je sais pas comment on va sortir du truc, parce qu'on est tous sur le blindé en fait. Il y a personne à l'intérieur, hein. On est tous autour de la tourelle. Et en fait au dernier moment, qu'est-ce que fait le conducteur ? Il bascule l'engin dans le précipice. Et on part. Tombe et je revois toujours les visages du blindé qui était derrière nous. Du coup on lui passe sur le côté, ils nous criaient saute, saute, et ils avaient des yeux, mais c'est l'horreur en direct ce genre d'accident quoi. Et on a tous sauté comme on a pu. Il y en a un qui s'est retrouvé avec la clavicule contre la tempe. L'autre, pareil, le genou qui était complètement sorti. Il y a eu vraiment des blessés graves. Et moi, je me suis blessé légèrement au dos, mais vraiment un truc handicapant. Et je me suis cassé le pied en sautant. Et je me souviendrai toujours que à ce moment-là, on avait les petites radios Sony ondes courtes qui nous permettaient de nous relier avec l'extérieur. On avait des nouvelles, on écoutait la BBC internationale. Et mon sac avec mes pellicules et mon matériel est dans le blindé. Moi, je saute et le blindé dévale, fait des bonds. Un blindé qui fait des bonds, c'est quand même pas courant. Et je regarde ce truc et je le vois et je me dis, il va exploser. Et tout ce que j'ai fait, tout va disparaître. Et il tombe à la fin au fond du précipice, il explose pas. Donc les gars descendent pour évidemment aider et sauver tous les... Et ils me ramènent mon sac avec mon appareil photo, donc ouf, et il me manque ma radio. Et je craque. Je leur fais un caca nerveux. Je craque complètement. Je veux. C'était le seul lien avec l'extérieur, entre guillemets. C'était le... Je pense, j'ai analysé ça comme ça. Et ils me disent, mais enfin, t'en fous de ta radio, t'es vivant, quoi. Mais non, je suis plus qu'une crise de nerfs, quoi. Donc ils redescendent chercher la radio, ils me ramènent ma radio. Voilà. Ouais, comme quoi, c'est peut être stupide, mais... Quand on est rentré au bout de 15 jours, on rentre et on tombe sur le colonel qui dirige tout le camp à Grozny, qui est responsable d'une espèce de masse énorme, un type, il me dépassait de 3 têtes, il devait faire 120 kilos, enfin, il avait des battoirs, des mains, et, il y avait de ces hommes, quelques hommes qui avaient pris des tartes. Il me voit. Je suis blanc comme un linge, j'ai perdu des kilos, j'ai le pied en vrac, enfin bref. Et il me regarde et il m'engueule, quoi. Il me dit, tu te rends pas compte que si t'avais été tué, j'aurais eu beaucoup d'ennuis ? Et je lui dis, au moins, moi, j'en aurais plus eu du tout.
Donc ça fait partie de ces histoires et des moments où effectivement plus rien ne tourne normalement. Ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, quand on est sur du conflit, il n'y a plus de barrières. Il n'y a plus de barrières sociales, il n'y a plus de barrières psychologiques. Je veux dire, vous pouvez faire ce que vous voulez sur un terrain en guerre, très souvent. Quand c'est encore le début, quand n'importe qui peut pratiquement tuer n'importe qui, à faire le pire qui puisse exister, quoi. Le moral en a pris un coup. Il y avait des cadavres partout. Chacun comprenait qu'il aurait pu y rester, que cette guerre ne servait à rien. On pensait à notre famille. Vous savez, je peux vous dire que les forces armées illégales, c'était nous, pas les Tchétchènes. Nous n'avions pas le droit d'être là, c'est nous qu'il aurait fallu désarmer. En vérité, cette guerre est une aventure militaire déclenchée par l'État. Et le plus surréaliste, c'est je rentre à Paris et je rentre, il est, je sais plus, c'est fin d'après-midi, début de soirée, et ma femme vient me chercher avec, elle est enceinte de ma fille avec elle a un gros bidon, et elle a Jules, l'aîné, qui a 4 ans, une petite tête blonde, enfin à 4 ans, on imagine les petits garçons, quoi. Ils viennent me chercher à l'aéroport, ils me reconnaissent pas. Elle m'amène des affaires pour me changer. Je me change dans le parking parce qu'il y a ce soir-là l'inauguration de mon expo qui s'appelle Fashion Victim. J'avais fait un boulot sur les victimes de la mode, entre guillemets. Et carrousel du Louvre quand même, quoi. Et je rentre, donc avec ma gueule de déterré et clopant, complètement à la ramasse, j'arrive au milieu de ce truc, et là, bouchon de champagne qui claque, c'est formidable ce que tu fais, oh mais t'as pas l'air bien mon vieux, faut te reposer, enfin bref, et dans un monde d'une superficialité où je viens de revenir de l'enfer, entre guillemets, et je me retrouve avec ça là, et juste avant que j'explose, voilà, ma femme me prend, elle me dit on se casse. Mais c'est monté très rapidement, quoi. En quelques minutes, mais ils n'ont rien compris, évidemment. Le décalage était tellement énorme. On m'en parle beaucoup parce que le livre est assez demandé, il a beaucoup de succès, il y a eu la pièce de théâtre, et puis il faut quand même imaginer que je suis, alors ça fait un peu pompeux de dire je suis le seul, mais je suis désolé, c'est la vérité, je suis le seul journaliste du monde à avoir travaillé avec des commandos russes sur un conflit, en activité. Je n'en fais jamais de cauchemar, j'ai décidé cette faculté de... Voilà, j'en parle quand je fais des visites d'expo, j'explique ce qui s'est passé, mais je fais jamais de cauchemar avec ça. Et ça s'est transformé par... j'ai des flashs assez très régulièrement, pas loin de quotidiennement, que je vois mes enfants mourir. Ça s'est transformé comme ça. Donc je le chasse tout de suite parce que je sais que c'est pas vrai, et puis que je veux pas. Donc ça s'est transformé comme ça. Donc je sais que le jour où je vais chez un psy, il me lâchera pas parce qu'il y a beaucoup d'argent. Derrière l'objectif. Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter.